Alors, retour sur l'activité 1 qui vous proposait de déterminer les caractéristiques du microbiote et aussi d'identifier des facteurs pouvant l'affecter, pouvant le modifier. Et en particulier, on s'était posé la question de la nutrition qui était peut-être susceptible d'influencer le microbiote intestinal. Alors, je vous avais montré comment on pouvait modéliser cette situation avec EduModel qui est en train de tourner au moment où je parle. Et on va voir à présent ce que l'on peut en tirer. Alors il est vraiment important que vous ayez fait ça sérieusement de votre côté, sans quoi la correction n'aura que bien peu d'intérêt. Là on travaille plus de la méthodologie scientifique que des connaissances, bien évidemment. Alors, je reviens à ma présentation. Donc ça, on l'a vu. Je vous montre ici des résultats que j'ai obtenus précédemment, qui sont assez représentatifs. Alors souvenez-vous, on était parti avec 3 populations bactériennes, d'effectifs identiques, 30 de chaque catégorie. Et ici, si vous regardez le graphique, après 6500 tours pendant lesquels tourne le modèle, avec une alimentation entre guillemets normale, on observe des fluctuations. Regardez les courbes roses, vertes et marron qui correspondent aux 3 populations. On a des fluctuations, mais au final, on conserve la biodiversité du microbiote avec des proportions qui ont à peine changé au cours du temps et un nombre total qui a plutôt augmenté, puisqu'on est à 110 bactéries pour 90 au départ. Maintenant, dans la deuxième partie, si on diminue la quantité ou la variété aussi des nutriments, on voit rapidement que la diversité diminue. Et on a même complètement perdu les bactéries marron ici. Et l'effectif total est à la baisse également avec seulement 1,52, 53 bactéries à la fin. Alors conclusion, une situation de malnutrition entraîne une modification du microbiote avec une abondance et une diversité qui diminuent l'une et l'autre. Alors ça marche sur cet exemple, mais ça marche quand on reproduit ce modèle un très grand nombre de fois. Parfois, exceptionnellement, on a des résultats un peu aberrants, mais l'idée, encore une fois, c'est de reproduire ces résultats pour qu'ils aient une valeur. Alors, bon, faites attention quand même, il ne s'agit que d'une prédiction qui est basée sur un modèle, lequel est très simple et sans doute imparfait, enfin en tout cas, qui ne reflète pas la complexité du milieu réel. Pour valider cette prédiction, il faudrait bien sûr la confronter à des résultats expérimentaux, alors obtenus chez l'animal ou chez l'homme, et ceci afin d'avoir vraiment une démonstration. Là, il ne s'agit encore une fois que d'une modélisation qui comporte des biais et des limites. Alors, on s'en servira quand même encore du modèle, ça permet vraiment de réfléchir aux conditions à prendre en compte pour mimer au mieux la réalité, quels paramètres il faut modifier, et donc ça a une vertu pédagogique évidente. Voilà, c'est tout pour cette fois. La notion 1, comme d'habitude, résume les connaissances fondamentales à retenir. Donc soyez sûr de bien avoir compris tout ça, de bien avoir retenu l'essentiel, car ça sera important pour la suite. Passez aussi un peu de temps sur le modèle, revoyez-le, n'hésitez pas à le réutiliser, à modifier des paramètres, éventuellement à en faire vous-même. Voilà, donc travaillez cet outil qui nous servira plus tard, et je vous dis à bientôt pour la deuxième et dernière partie du chapitre.